Ok, donc c'est parti. Donc on a une petite heure ensemble jusqu'à 13 heures. Et donc l'idée, donc là je vais vous présenter Yvain et puis ensuite on aura un temps d'échange. J'ai préparé pas mal de petites questions. N'hésitez pas aussi, si vous en avez, vous pouvez lever la main, en poser directement aussi, ou bien vous les posez par écrit dans le chat et puis on se prendra 10 minutes à la fin pour interagir tous ensemble. Donc, Yvain, je te présente rapidement et puis tu complètes hein, si besoin. Je prépare mes petites notes. Donc, toi, tu es responsable com digital et social media depuis une quinzaine d'années, dont 6 ans chez Interflora. C'est ça. Voilà, et donc ça, c'est ton poste actuel. Et tu as commencé dans une start-up dans l'univers d'un comparateur de prix, c'est ça, C'est au tout ça. début. Ensuite, tu as intégré l'univers du jeu vidéo. Et puis, ouais, tu Jeu précises. en, jeu en ligne, jeux vidéo, jeux en ligne, ces deux Jeu en choses-là. ligne, ok. Et tu es aussi l'auteur d'articles sur le métier, sur le site My Community Manager, que je mettrai en lien à la fin, parce que je vous invite vraiment à aller lire ces articles qui sont drôles et instructifs sur le quotidien d'un CM. Alors, il date peut-être un peu, hein, donc excusez-moi s'il y a des, s'il y a des choses qui ne correspondent plus. Je pense qu'il y a encore des choses qui correspondent, mais c'est vrai qu'il y avait, à l'époque, il y avait des trucs un peu de stratégie, d'astuces qui maintenant paraissent très simples, entre guillemets, et qui étaient à l'époque beaucoup plus compliqués à mettre en place. Oui, et puis le métier évolue tellement vite que voilà, des choses qui étaient valables il y a encore un an ou deux, voilà, évoluent effectivement très très vite. Mais en tout cas, je trouve que sur le fond et la démarche et le quotidien d'un CM ou d'un social media manager, il y a quand même pas mal de choses qui restent d'actualité. Et puis, Yvain, moi, je te connais grâce, en gros, à deux pans, enfin, deux points communs, on va dire. Déjà, je te suis, enfin, ou ton équipe et toi, je vous suis sur les réseaux sociaux et comme je donne des formations, je suis assez souvent amenée à citer des posts et des tweets d'Interflora parce que je trouve que c'est un très bon exemple une façon d'engager les communautés et de créer de l'engagement, hein, vraiment créer des réactions, des interactions, de la complicité. Donc voilà, il y a je trouve, une bonne répartie, un bon ping-pong avec les abonnés. Et puis, plus récemment, le monde de l'impro théâtrale aussi, puisqu'on connaît quelques personnes en commun. Toi, voilà, tu fais partie de cet univers d'impro, moi aussi. Et donc, voilà, il y a une personne en particulier qui m'a conseillé de te contacter. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré en relation. Et donc, on va parler du métier de social media manager, de son évolution, ses enjeux, ses difficultés aussi. Et puis, pourquoi pas faire aussi des parallèles avec l'impro, puisque en préparant ce petit live, on a évoqué ces points communs-là. Donc, Oui. voilà. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux préciser des choses que je n'aurais pas dites sur ton parcours, sur ton… Du coup, ouais, il y a peut-être un peu plus de détails parce que c'est vrai qu'après, donc moi, comme je disais, hein, quand je suis sorti d'école, les réseaux sociaux arrivaient. Hein, je pense que je me suis inscrit sur Facebook l'année où je suis ma dernière année avant de sortir d'école, donc c'était vraiment tout neuf, même s'il y a d'autres réseaux sociaux avant, mais on va dire que Facebook a quand même fait un gros bond. Ouais. Donc j'ai travaillé dans un comparateur de prix où j'étais chef de projet, donc c'était pas obligatoirement du social media, mais comme je l'ai déjà indiqué, mais comme beaucoup de boîtes à l'époque, ils ont tous voulu créer leur site communautaire. Donc, je suis devenu chef de projet, responsable de la création d'un site communautaire pour le comparateur de prix. Tout le monde voulait avoir son site communautaire à l'époque. Oui. C'était vraiment la mode, tout simplement aussi parce que les gens ne voulaient pas investir dans Facebook, parce qu'ils avaient peur que ça disparaisse du jour au lendemain. Pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez peut-être Second Life, qui était un réseau social qui perdure encore, je crois, mais en tout cas qui à l'époque est arrivé, tout le monde en a parlé et puis d'un coup ça a disparu. Donc je suis arrivé comparateur de prix. Ensuite, j'ai intégré une start-up qui, pareil, voulait créer un site communautaire qui s'appelait Wanna Club, qui était le principe de contextualiser, en fait, de créer des groupes sur lesquels tout le monde pouvait partager du contenu. Ils étaient agrégés et en fait, on pouvait faire des groupes sur un peu tout et n'importe quoi. Ensuite, j'ai travaillé dans une banque qui s'appelle Monabank, hein, pour ne pas la citer, mais une banque en ligne où j'avais vraiment deux aspects. Une partie
communication qui était sur la création, faire connaître des applications mobiles. Donc, à l'époque, on faisait appel à des blogueurs, etc., pour justement tester ces applications. Ce qui était un peu le début de l'influence. Alors, les blogueurs, encore une fois, ils n'existent pas depuis hier, hein, ils existent depuis longtemps. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui était facile et qui était mis en place régulièrement. Et la deuxième chose, c'est que j'étais chargé de la création d'un site communautaire aussi pour la banque, sur lequel on a mis beaucoup de temps. Et c'est toujours pareil, hein, encore une fois, tout le monde voulait investir, avoir sa propre communauté, mais ce n'est pas pour rien que Facebook est là. C'est qu'au final, c'est très difficile, hein, d'amener des gens et surtout à les faire revenir. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Facebook depuis le début, à l'époque, quand on s'inscrivait sur Facebook, on spammait tout le monde. On envoyait des millions de mails à tous nos amis. Et c'était horrible, mais c'est comme ça que Facebook s'est fait diffuser et que tout le monde a commencé à en parler. Et après, donc, pardon ? Excuse-moi, je te coupe, mais tu te souviens de la première fois où tu as été invité sur Facebook ? Ouais, je ne sais pas, je crois que je dois avoir encore 300 mails d'invitation parce que tout le monde servait à quelque chose. Ouais. À l'époque, je crois que j'avais publié une photo de spectacle, mais moi j'avais un Skyblog avant, hein, c'est encore plus. Avant Facebook, j'avais un Skyblog. D'ailleurs, j'étais très triste de ne pas le retrouver parce que je l'ai cherché pendant longtemps, parce que je diffusais des trucs. J'ai toujours eu envie de diffuser, je pense, des trucs, des contenus, et puis c'est vrai que c'est venu un peu naturellement. Et après, donc, j'ai travaillé dans le jeu en ligne où c'était donc, quand je dis jeu en ligne, c'est parce que il y avait Kingo Lotto, que vous connaissez peut-être, qui est un site donc, de loterie gratuite qui s'est développé. On a travaillé pour M6, TF1, etc. sur la création de jeux, quand c'est déco le jeu, quand c'est le truc avec, je vais retrouver, L'amour est dans le pré, etc. Enfin bref, toutes les émissions d'M6. Et du coup, il y avait vraiment une vraie stratégie d'animation de communauté sur les jeux de TF1 et M6, mais aussi sur nos propres jeux comme Kingo Lotto, qui était donc une loterie qui existe encore d'ailleurs, qui est une loterie gratuite qui permettait de gagner beaucoup d'argent, mais sur lequel il y avait énormément de personnes qui pensaient que c'était une arnaque. Donc, il y avait un vrai travail de communication pour essayer à faire en sorte que justement les gens ne croient pas ça avec des interviews. Donc, j'ai repris tous les anciens gagnants pour les interviewer, pour faire des vidéos. Enfin bref, tout ça pour essayer vraiment de… C'est important, je pense, de trouver en tout cas des axes en social media et derrière de les développer et d'avoir des objectifs précis. Là, l'objectif, c'était de la réassurance. Voilà, et donc je suis chez Interflora après depuis quelques années où j'ai occupé plusieurs postes, hein. Je suis arrivé en tant que community manager, puis responsable social media, puis responsable digital. Bon, des responsables, ça veut tout et rien dire, mais en clair, on s'occupe vraiment de la communication digitale, des partenariats, des choses comme ça. Voilà. Ok, super, merci pour tous ces détails. Alors justement, moi je trouve que là, ton profil est particulièrement intéressant parce que tu as vu l'évolution des réseaux. Et ce qui m'intéresse, moi, là, pour commencer cette interview, c'est… à ton avis, qu'est-ce qui a fait que justement au tout début, investir Facebook, c'était pas forcément ce qui rassurait justement. On était intrigués, mais les marques n'y allaient pas forcément en étant tout à fait rassurées. Donc tout le monde voulait créer sa propre communauté. Il y avait cette histoire quand même d'appartenance des données qui était déjà très très présente. Voilà, quel regard tu poses là-dessus et selon toi, qu'est-ce qui a changé justement dans cette approche des réseaux sociaux ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Première chose, c'est en effet, les gens ne voulaient pas mettre d'argent dans Facebook parce que déjà, c'était américain et que investir là-dedans, encore une fois, ça pouvait disparaître du jour au lendemain. Deuxième chose, c'est qu'ils ne maîtrisaient rien. C'est-à-dire qu'encore une fois, ils étaient très dépendants de la plateforme et la plateforme, encore une fois, c'était de la course aux fans à l'époque, hein. Et d'ailleurs, on voit très bien que maintenant, ça ne sert plus à grand-chose parce qu'il y a des comptes avec 1 million de fans qui vont générer 2 likes et 1000 personnes de visibilité. Ouais. Mais en effet, il y avait une vraie course aux fans pour développer notre communauté. Et en même temps, on se disait, mais à quoi ça sert ? Et aussi, quelque chose d'important, c'est que c'est vrai que les gens, avant Facebook, les entreprises avaient tendance à pousser de l'information, mais sans que les gens puissent réagir. C'est-à-dire qu'ils poussaient des publicités à la TV, ils faisaient des magazines, ils faisaient même de la com, des bannières pub ou autre. Mais au final, il y avait très peu de gens qui donnaient son avis sur la communication. Ils avaient le droit de dire un peu ce qu'ils voulaient, de faire un peu ce qu'ils voulaient. Et du jour au lendemain, on a commencé à avoir des personnes qui… ça existait déjà sur les forums, hein, mais encore une fois, les marques et les forums, ça a toujours été…
pendant longtemps, c'était on fait appel à des juristes pour essayer de cacher sous le Oui, tapis les réclamations. ouais. Parce que voilà, les forums étaient en effet un élément, mais ça restait quand même une petite partie de la population qui les utilisait. Et sur Facebook, c'est que ça s'est quand même démocratisé. Et du coup, les gens commençaient à donner leur avis, commençaient à dire bah tiens, ça c'est quand même pas très carré. Et c'est vrai que je pense pendant une bonne partie du temps, les marques ont surtout tout fait pour essayer de maîtriser leur com et maîtriser les avis, ce que les gens pensent en fait. Et à un moment, ils se retrouvaient un peu, bon, bah, en fait, c'est là et on n'a plus moyen de partir. Et voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de marques qui ont essayé de créer leur communauté. Là, de visu, on connaît très peu qui ont réussi à… Et au final, ils sont tous passés après sur du social media. Euh, Ouais. et puis, il y avait un peu de tout sur Facebook. C'est un moment où on disait oui, ça permet de faire de l'argent. À un moment, on disait oui, ça permet de faire de la communication. C'était un peu un entre-deux. Clairement, les outils publicitaires de Facebook au tout début étaient vraiment pourris. Maintenant, il y a le business manager et encore qui est un peu compliqué, mais bon, il n'est pas si compliqué que ça. Mais pendant des années, c'était une tannée pour essayer à faire de la pub sur Facebook. Du coup, les gens avaient vraiment l'impression de dépenser de l'argent pour rien. Ouais. Ah ouais. Mais voilà, après, bah, c'est toujours pareil. Quand tu commences à avoir du monde, bah, les entreprises s'y intéressent et puis elles commencent à se dire, bon, bah, voilà, on n'a pas le choix, donc on y va. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait un article d'ailleurs sur 30 raisons de ne pas recruter un community manager stagiaire. C'est parce que je pense que les entreprises, elles se sont dit, on y va, mais on n'y va pas trop non plus. Ils ont recruté, ils ont mis un stagiaire, ils ont dit, bon, bah, vas-y, occupe-toi de ça. C'était pas très stratégique, c'était plus essayer d'effacer un peu les choses, plus que de vraiment faire de la communication. Ouais, tout à fait. Et puis, c'est vrai qu'au tout début, on embauchait plutôt, enfin, des très très juniors ou des stagiaires pour justement être en lien avec la communauté. Et Et en même temps, tout le monde était un peu junior. C'est-à-dire que moi, j'étais community manager. Bah, d'ailleurs, ça n'avait pas le nom de community manager, ça non, c'est un peu plus tard. modérateur. Mais ouais, bah, moi, c'était chef de projet, du coup, vu que je ne m'occupais pas que Ok. du social media. Oui. Mais je pense que vraiment, en même temps, on dit, bah, moi, après, on a commencé à professionnaliser un peu les choses et du coup, à avoir une connaissance. Mais au début, personne connaissait les réseaux sociaux. Tout le monde lisait des choses. Twitter, c'était devenu aussi pareil. C'est apparu et ça a commencé à prendre une dimension très professionnelle. Au début, il n'y avait vraiment que des gens du marketing sur Twitter. Maintenant, ça s'est quand même démocratisé. Mais c'est vrai que je pense que les gens ne connaissaient pas et du coup, bon, bah, on mettait quelqu'un un peu comme ça, quoi. Ouais, ça me rappelle des souvenirs aussi. Et bah, ça a bien évolué puisque 76% des Français aujourd'hui sont sur les réseaux à raison d'environ 2 heures par jour. Je lisais ça dans le Digital Report 2021. Si on considère YouTube comme un réseau social, YouTube et Facebook sont en tête. Et selon toi, justement, ce qu'on a commencé un petit peu à parler objectif, ça s'est professionnalisé du coup depuis de nombreuses années. Maintenant, quand on investit les réseaux sociaux, c'est important de se poser la question de quel objectif on veut atteindre et du coup quel réseau on veut activer. Pour une marque, pour toucher ses utilisateurs, selon toi, quels réseaux sont efficaces pour quels objectifs? Est-ce que tu saurais nous dire, toi, de quelles Bah, des grandes catégories en fonction des objectifs? oui, bah alors il y a certains réseaux qui répondent bien sûr à des objectifs plus précis, mais pour moi, la problématique, c'est surtout que souvent, les marques, elles veulent tout faire, tout avoir avec un réseau. C'est-à-dire elles veulent sur Facebook réussir à faire de la communication, améliorer leur notoriété, leur image, en même temps générer des ventes et tout ça avec un post Facebook. Alors, encore une fois, déjà, première chose, les gens qui disent les réseaux sociaux sont, toutes les entreprises ou les trucs qui disent les réseaux sociaux sont gratuits, non, les réseaux sociaux ne sont pas gratuits. À partir du moment où c'est gratuit, il y a quelques marques qui s'en sortent grâce à vraiment du talent, peut-être. Par exemple, sur Twitter, je pense qu'il y a encore des choses à faire sans budget. Mais sur des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, etc., sans budget, tu vas pas loin. À part si vraiment, après, tu as comme des blogueurs, c'est-à-dire que tu rédiges énormément d'articles de blog, tu crées ta communauté et tu les amènes sur tes réseaux. Mais pour une marque, sans avoir un blog, etc., à part les love brands comme Disney, etc., c'est très compliqué. Donc après, sur les objectifs, moi, je distingue souvent, par exemple, sur Facebook, la publicité vraiment pure qui est là pour générer des ventes, de l'animation de page qui est là plus pour générer du branding
et de la notoriété de marque. Donc ça, pour moi, Facebook, il faut vraiment distinguer la publicité de l'animation de page parce que pour moi, c'est complètement différent. Et je pense qu'à vouloir tout faire sur de l'animation de page, on n'obtient rien parce qu'au final, on va faire un contenu qui va être trop publicitaire. Du coup, au final, les gens ne vont pas réagir au contenu. Du coup, ça ne va pas créer de viralité. Et au final, on va être vu par personne, même si on peut sponsoriser les contenus. Bref. Donc, Pour toi, il y Facebook, a pour deux moi, c'est un… stratégies à avoir, une stratégie sponsor payante et une stratégie organique, naturelle. Alors, pour moi, les deux sont payants. C'est juste différence pub, vraiment, avec des carousels, de la publicité. Après, Ouais. justement, plus elle est créative aussi. Alors, créative, ça dépend, encore une fois, ça dépend de ta cible, hein, mais ton ciblage, enfin, ça dépend tellement d'éléments sur Facebook pour essayer à faire qu'une pub fonctionne qu'on ne peut pas dire une pub Facebook fonctionne ou pas. Mais en tout cas, même sur les pages, je pense qu'il faut sponsoriser les contenus pour développer la visibilité, en fait. Si c'est pour payer quelqu'un, payer un community manager qui diffuse du contenu qu'on paye, parce que souvent, il faut le créer, le contenu. Donc, soit tu payes quelqu'un, soit tu le fais toi-même. Mais bon, ça nécessite quand même du temps et de l'argent. Si derrière, c'est pour être diffusé à 3 personnes et qu'on se dise, ah super, il y a eu 5 likes, ça a peu d'intérêt. Et en plus, est-ce que ces 5 likes correspondent à notre cible? C'est encore différent. Donc, Facebook, c'est assez compliqué. Instagram, pour moi, ce n'est pas un réseau social viral sur la partie organique. Donc, vraiment, si tu ne la payes pas. Pour autant, les stories permettent, par exemple, de vraiment créer une communication bien plus quotidienne, on va dire, que Facebook. Parce que Facebook, au final, tes publications peuvent être vues par une communauté à un moment, puis par une autre. Au final, pas du tout les mêmes personnes. Alors que sur Instagram, c'est que normalement, la consommation de stories fait que les gens voient le contenu plus régulièrement. Par contre, les posts Instagram, c'est qu'en termes de viralité, c'est quasi zéro. Hein. Donc, bon, il y a l'utilisation des hashtags qui peut un peu améliorer les choses. Mais en clair, s'il n'y a pas de stratégie publicitaire derrière, on peut faire peu de choses. Pareil, hein, quand je parle de Facebook, Instagram, au final, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire de la publicité sur Instagram pour générer du trafic, etc. Après, il y a Pinterest donc, qui est en train de prendre de l'ampleur. Alors, je ne suis pas expert en Pinterest, mais c'est vrai que c'est vraiment, je pense que ça, c'est vraiment un vrai outil pour développer ses ventes sur de l'idée cadeau, etc. Après, ça dépend du produit que tu proposes et il faut vraiment des visuels très qualitatifs. Et Twitter, même si bien sûr, on peut aussi faire des opérations qui développent les ventes, pour moi, c'est un vrai objectif RP, RP, influence, etc. C'est-à-dire que moi, ça me permet énormément, ça m'a toujours permis d'ailleurs de développer des partenariats avec des marques, d'avoir des contacts directs justement pour pouvoir créer de belles choses autres que sur Twitter d'ailleurs. Et aussi, des fois, on va dire, comme je dis tout le temps, hein, quand on regarde à la télé, BFM ou même sur n'importe quelle émission, la plupart du temps, les seuls posts qui sont repris par des marques, si on parle vraiment d'animation de contenu, c'est les contenus Twitter, hein, les contenus Facebook, etc. Ils sont très peu repris par les marques. Ouais. Alors que les contenus Twitter, parce qu'il y a énormément de journalistes qui suivent ça et on va avoir beaucoup plus de… après, il faut être intelligent aussi dans ce que tu diffuses, hein, mais en tout cas, bon, on ne va pas reprendre l'exemple d'Evian, mais c'est un contenu qui part de Twitter et qui a fait le tour de France, entre guillemets. Exactement. Et voilà, et en tout cas, ça aurait été diffusé sur Facebook, les RP ne l'auraient jamais repris. Et YouTube, pour moi, là, c'est pareil. Il faut avoir une vraie stratégie de création de contenu. Et vu que c'est vidéo, c'est encore plus compliqué. Mais ça peut t'amener aussi bien pour moi, c'est un réseau social un peu complet parce que justement, comme je dis tout le temps, on est un peu dans l'ère du snacking content. Donc aussi, les gens consomment énormément de contenu très vite. Hein, les stories, Insta, etc., ça va très vite. Donc, c'est bien pour du branding, mais les gens, vu qu'ils consomment vite les stories, ils n'ont pas trop le temps d'acheter. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment où ils achètent. Ils regardent souvent une story dans le métro et des trucs comme ça. Tu peux leur mettre un lien. Il y en a qui vont le faire, bien sûr, ça dépend de la taille de ta communauté. Et là, d'ailleurs, la taille de la communauté peut être intéressante. Mais en soi, ils n'ont pas le temps d'acheter. Alors que souvent, les consommateurs de YouTube, ils prennent le temps de regarder des vidéos qui peuvent durer 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Du coup, ils ont du temps. Donc, obligatoirement, si là, tu leur pousses quelque chose d'un produit, des publicités, sur la partie vente, en tout cas, ça peut être beaucoup plus efficace. Ouais, d'où l'importance de communiquer au bon endroit, au bon moment. Effectivement, les stories, ça permet d'être très, très vu à un moment donné. C'est là où c'est quand même la fonctionnalité phare qui est reprise d'ailleurs par quasiment tous les réseaux sociaux. Facebook est en train de l'arrêter, je crois. Hein. Du coup, sur Facebook, ça n'a pas marché, ce qui est assez marrant parce qu'ils ont copié. Mais après, alors, il y a Snapchat, etc. TikTok, hein, on ne parle pas de TikTok, mais TikTok, typiquement, c'est assez intéressant parce que TikTok, c'est vraiment un réseau social qui laisse sa chance à tout le monde. Il y a beaucoup de… Et au final, la taille de la communauté, du coup, ne veut pas dire grand-chose. Bon, un peu comme tous les réseaux sociaux. Hein.
Mais TikTok, le principe même de leur algorithme, c'est de dire on pousse les vidéos au même nombre de personnes à chaque fois. Et si ça marche, ben, on les pousse davantage. Donc, au final, des personnes qui ont 0 abonnés, ils peuvent publier un contenu et être vus par 10 000 ou 100 000 personnes. Là où des personnes qui ont 100 000 abonnés, bon, il y a le pour toi qui te permet de toucher tes abonnés. Mais en soi, TikTok, c'est vraiment quelque chose où si ta vidéo est mauvaise, entre Ouais. guillemets, ça marche pas. Et même pas. Elle peut être bonne d'ailleurs et pas marcher non plus. Mais du coup, pour la publicité, c'est compliqué parce que à partir du moment où ton contenu est publicitaire, bah, les gens ne vont pas réagir et là, tu es sûr que tu vas pas générer de vente. Donc, TikTok, c'est encore, même s'il y a la plateforme Ads TikTok qui permet de sponsoriser aussi tes TikTok, Oui. c'est en train de se démocratiser, mais pour les marques, c'est encore compliqué. La plupart des marques, ils sont plus sur du branding en lançant des challenges, parce que TikTok, c'est que des challenges. Ça. Donc, on le voit, il y en a qui font des trucs très bien, il y en a qui font des trucs moins bien. Bon, bah, faut Quelle pareil. est selon toi la clé d'un bon contenu justement pour les réseaux? Bah, ça dépend vraiment des objectifs, comme j'ai dit. Donc, c'est-à-dire que si c'est sur publicitaire, la clé, c'est quand même de valoriser le produit. En même temps, la durée des vidéos, par exemple, si on fait des publicités vidéo, c'est important. Encore une fois, vu que c'est du contenu que les gens consomment très vite, il faut qu'il soit ultra percutant, quoi, le contenu. Et après, bah, c'est bien sûr l'engagement. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais l'engagement est important. C'est-à-dire que si on crée du contenu trop publicitaire, trop bon, bah, regardez notre produit, il est joli, mais que derrière les gens, bah, ils réagissent pas, bah, ça va avoir très peu d'impact. Et en même temps, si tu fais que du contenu engageant, mais qu'au final, ça ne répond pas Montre du pas tout à ton tes produit. objectifs, tu n'as aucun Ouais. intérêt non plus. Donc, c'est une sorte d'entre-deux un peu global sur lequel, bah, et après, voilà, en fonction des réseaux sociaux, c'est vrai que faire des copier-coller ça peut fonctionner sur certains réseaux, mais il faut quand même avoir des contenus spécifiques à chaque réseau. Mm. Alors, tu parlais d'Evian, tu as évoqué le tweet malheureux d'Evian pendant la période de Ramadan, enfin le premier jour d'ailleurs, je crois, du Ramadan. Hein. Alors, c'est pas un tweet malheureux pour moi. Après, Ouais. on en a discuté, mais encore une fois, pour moi, c'est vrai que souvent le social media, les entreprises, elles ont deux choses. Soit elles font du contenu tous les jours, elles se disent bon bah moi je veux une animation quotidienne, etc. Et dans ce cas-là, bah, il file un axe. Bah, il y a un axe qui est déterminé par le social media manager ou peut-être même par la direction en disant bah, voilà, il faut que tu parles de nos produits. Pour Evian, il faut que tu parles d'eau parce que bah, l'eau, c'est important hein, pour Evian. Et donc, ils ont des animations quotidiennes pour animer la communauté et surtout sur Twitter où là, pour le coup, contrairement à Facebook où publier 15 fois par jour, ça ne sert pas à grand-chose. Sur Twitter, publier régulièrement, c'est important. Et en même temps, derrière, bah, ils ont des stratégies plus poussées pour bah, quand ils veulent lancer des nouveaux produits et tout, ils vont lancer vraiment une opération globale. Qu'est-ce qui arrive à Evian? Comme je dis, bah, après, encore une fois, je ne suis pas chez Evian, mais Evian, le community manager, il a fait ce qu'il a fait tous les jours. C'est, il a publié un tweet en disant bah, est-ce que vous avez bu assez d'eau aujourd'hui, etc. Il s'avère qu'en effet, bah, il n'a pas obligatoirement pris le recul sur le fait qu'il y avait le ramadan. Et le fait qu'il ait dit est-ce que vous avez bu assez d'eau aujourd'hui, c'est le aujourd'hui en fait le problème. Parce C'est que aujourd'hui. Ouais. aujourd'hui, c'est même pas aujourd'hui, c'était actuellement, je crois. Bon, bref, c'était quelque chose vraiment très précis dans le temps. Bah, obligatoirement, ça a fait réagir des personnes. Mais il faut quand même nuancer les choses parce que ça a fait réagir des personnes. Je crois que 99% des personnes que ça a fait réagir à la base, c'est Twitter. Hein. Donc, Twitter, il y a de la bienveillance, mais il n'y a pas que ça. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en fait juste des trolls, hein, des personnes qui sont là pour taper un peu sur la marque quand il le peut. Et donc, bah, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Le community manager s'est retrouvé avec plein de personnes qui l'ont un peu insulté ou des choses comme ça. Et je pense que sans y avoir réfléchi, il s'est excusé parce qu'il ne voulait pas, en effet, une marque et pas là pour… ce qu'on dit tout le temps, c'est ce que je disais, c'est quand on diffuse des tweets, il faut se dire que faut toujours réfléchir à est-ce que tu peux toucher une communauté ou une autre de manière négative. Ce n'est pas l'objectif d'une marque de toucher négativement. Et donc là, bah, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être en effet blessé certaines personnes et il l'a peut-être pris au premier degré, ce qui est normal, encore une fois, et donc il s'est excusé auprès de ces personnes. Le problème, c'est que derrière, bah, ça a été repartagé par d'autres groupes, on ne va pas rentrer dans de la politique, mais par d'autres groupes, qui, eux, ont rendu, entre guillemets, un petit élément, un gros, et ça a fait une grosse bombe. Et après, bah, c'est des retours sur du média, etc.
Voilà, donc je pense encore une fois, c'était pas du tout une volonté. Et ce que je dis, c'est la presse, c'est marrant comment la presse parle d'ailleurs d'Evian, parce que on regarde souvent, ils disent oui, bah Evian. Alors il y a des gens qui ont même considéré que c'était un choix d'Evian de faire ça par je ne sais pas quel serait le choix d'ailleurs pour blesser les gens. Mais les réactions, c'est souvent oui, la direction d'Evian a voulu faire ça, etc. Mais pas du tout. C'est un community manager. C'est une personne, la plupart du temps, les tweets ne sont pas validés par toute la direction, sinon ça prendra un temps de malade. La direction, elle a donné un cadre, le social media manager a donné un cadre. Lui, il a fait son animation quotidienne. Il n'a pas commencé à. Il n'a pas commencé. Enfin, c'est pas tiens, je vais diffuser ce tweet à ce moment-là pour telle raison. Après, encore une fois, on pourra dire que j'ai pas la science infuse et qu'en effet, peut-être que c'était pas la volonté d'Evian, peut-être que c'était complètement contrôlé et tout, mais je pense que c'est un peu extrême. Ça n'a pas l'air d'être stratégique. Ça n'a aucun intérêt pour Evian de faire ça. Et encore une fois, la plupart des personnes qui font le ramadan, ils ont les 99,999% des personnes ne sont pas du tout senties blessées par ce tweet parce qu'encore une fois, ils font d'ailleurs, nous, on a eu des réactions aussi parce qu'on a dit vivez d'amour et d'eau fraîche. Et on a eu des personnes qui nous ont reproché. On l'a dit, mais chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Enfin, on n'est pas là pour dicter. Nous, on dit juste vivez d'amour. C'est global, vivez d'amour et d'eau fraîche. C'est global. Donc, il faut pas. Oui. En fait, le problème, c'est que souvent, voilà. Et après, le problème aussi, c'est qu'encore une fois, juste 20 personnes peuvent vraiment, si elles sont très violentes, bah, Twitter, c'est un truc, tu reçois les infos comme ça, tu dois réagir très vite, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est la gestion de crise, justement. Ouais, c'est ça, la gestion de crise. Et finalement, un CM, c'est community manager, social media manager. C'est quelqu'un qui sait à la fois improviser, surfer sur l'actualité, tout en étant conscient que ce que l'on publie peut être interprété. Donc, ça demande, je trouve, voilà, d'activer différentes parties de son cerveau qui ne sont pas forcément compatibles à ce moment-là, c'est-à-dire d'être vraiment dans la spontanéité le plus possible, même si bien sûr on programme, on a un calendrier éditorial, on programme, on fait en sorte que voilà, l'animation soit pensée, réfléchie à l'avance, mais en ayant quand même ce lien qui est très lié au spontané, à l'immédiateté, à l'actualité. Donc c'est d'être sur différentes temporalités qui est assez compliqué, je trouve. Ouais, en sachant qu'après, ça dépend vraiment des stratégies de marque, hein. Il y a des marques qui n'ont pas du tout cette stratégie de surfer ou en tout cas d'avoir un lien avec l'actualité et qui sont juste là pour établir à un moment donné. Il y a des marques qui ne communiquent pas pendant 2 ans sur Twitter, puis derrière, et d'un coup, ils vont sortir une nouvelle voiture et puis là, ils vont faire une communication spécifique sur Twitter pendant cette période. En fait, tout dépend de la stratégie, mais une stratégie en fil rouge, ça a des intérêts parce que surtout, en fait, ça dépend vraiment de la marque. Moi, par exemple, notre marque est vraiment ancrée dans le quotidien des Français, donc on a vraiment un lien avec le quotidien, l'actualité, le fait que le confinement fait que les gens peuvent pas se voir, etc. Donc c'est important d'être ancré dans le quotidien des Français, mais il y a des marques qui vont avoir des stratégies complètement différentes. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il faut considérer que tout ce que tu publies, c'est une communication de marque et donc que ça représente la marque. Donc, en effet, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est ça. Toi, quelles sont tes techniques de ninja pour poster quand tu n'as pas forcément une actualité particulière, quand il n'y a pas d'actu sur laquelle surfer Après, nous, on a quand même beaucoup si je parle vraiment de la marque, on a quand même beaucoup d'actualités produits, c'est-à-dire on a quand même des nouveautés assez régulièrement de produits qui sortent. Donc, malgré tout, là, voilà, avec les plantes, les bouquets de saison, les fêtes, il faut dire les 6 premiers mois de l'année, on a Saint-Valentin, fête des mères, fête des grands-mères, etc. Donc, au final, on a beaucoup d'actualités. Puis après, nous, on a vraiment aussi, on est sur une communication émotionnelle. Donc au final, diffuser du positif sur Twitter, on a vraiment essayé de prendre le revers un peu de la médaille, parce que c'est que Twitter peut aussi être souvent perçu comme très négatif. Diffuser du positif sur Twitter fait qu'au final, on n'est jamais en manque d'inspiration pour diffuser du positif auprès des gens. Après, comme j'ai dit, ce n'est pas moi qui anime le compte, c'est une fleur. C'est vraiment, nous, c'est important, hein, c'est une fleur qui anime le compte. Et du coup, parce qu'on n'avait pas envie de donner obligatoirement un genre ou une identité. De l'incarner. Donc, je ne dirais pas qui anime le compte, etc. Mais en tout cas, le plus important pour nous, c'est pour moi, là, c'est vraiment du branding. C'est-à-dire que c'est comment on fait pour créer de l'attachement à la marque,
faire en sorte que les gens considèrent que notre marque a produit égal ou à service égal. Pourquoi tu passes par Apple plutôt que… ce n'est pas les mêmes services, mais en tout cas, c'est vraiment juste de l'attachement à la marque et du service client aussi, hein, c'est de répondre aux gens. Donc voilà, après, des fois, mieux vaut rien de publier s'il n'y a rien à publier. Hein, c'est pas dérangeant, ça dépend vraiment de la stratégie. Je pense qu'à partir du moment où tu as établi ou tu as vraiment établi les guidelines de qu'est-ce que tu as le droit, qu'est-ce que tu peux faire en social media, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire, derrière, ça te guide, quoi. Mais c'est vrai que plus tu es dépendant de contenu précis, publicitaire ou autre, et plus ça va être compliqué de diffuser tous les jours, quoi. Et est-ce que chez Interflora, justement, vous êtes fixé des choses à ne surtout pas faire Encore une fois, je pense que c'est des choses assez classiques, mais on n'est pas là pour, comme toutes les marques, hein, on n'est pas là pour donner du négatif aux gens. Donc voilà, c'est pour moi, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est on n'est pas là pour ça. Et après, tout ce qui est décision, sans parler d'Interflora, mais en parlant des marques en général, tout ce qui est posture de marque sur des éléments très sociologiques, entre guillemets, de dire, tiens, est-ce qu'on est pour… je ne sais pas, bon, je ne vais pas sortir de contexte parce que je n'ai pas de… Mais en tout cas, c'est pour ou contre quelque chose, ça pour moi, c'est des choses qui doivent être définies par le responsable social média, voire par la direction. Il y a des postures, je reprends l'exemple de Decathlon, encore une fois, avec le Burkini, hein, mais il y a un moment, Decathlon le vend, il y a des tweets, encore une fois, de personnes qui sont contre ça. Il y a un moment, le responsable social média, soit déjà lui, je connais pas mais je connais pas comment est leur organisation, mais normalement c'est, tu vois la direction, tu dis écoutez, voilà, on a ça. Est-ce qu'on est droit dans nos pompes ou pas, entre guillemets, est-ce qu'on assume ou pas, et le plus dur pour un CM, entre guillemets, c'est quand la marque, quand la direction, au final, ne dit rien et dit bon, débrouille-toi. Si tu assumes, t'assumes, et voilà. Et puis après, tu dis c'est normal, voilà. Et c'est beaucoup plus simple d'assumer. Après, tu sais bien qu'il y a des gens qui vont peut-être pas être contents, et puis tant pis, tu as assumé ta posture de marque. Mais voilà, donc ça, c'est des choses importantes d'assumer sa posture de marque parce que si tu n'es pas droit dans tes pompes et que tu commences à dire oui et non en même temps, c'est là où tu vas te retrouver avec des galères, quoi. C'est un peu ce qui a été d'ailleurs reproché à Evian, c'est de s'être excusé. Donc finalement, peut-être que, voilà, en ayant… Oui, mais je pense qu'Evian, ils sont pas… En fait, ils sont excusés que pour les… Le truc, c'est qu'on a vu ça comme un truc global, en mode ils s'excusent auprès de tout le monde, ils sont excusés juste auprès des personnes que ça a touché. Sauf qu'un tweet repris dans un ensemble, ça a fait que d'un coup, ils s'excusaient auprès de tout le monde. Est-ce qu'ils auraient dû plutôt dire, pas courage, mais on soutient aussi les personnes qui font le ramadan, etc., plutôt que s'excuser. C'est peut-être l'excuse qui est ce côté. Mais encore une fois, c'est un tweet qui n'a pas été réfléchi, c'est un tweet qui a été diffusé parce qu'ils ont vu des personnes un peu mécontentes et qui se sont dit, il faut réagir. Il y a des marques d'ailleurs qui, quand ils se retrouvent avec des bad buzz complets, alors bad buzz, c'est un grand mot, encore une fois, mais au final, ne réagissent pas du tout, mais ne disent rien. C'est une stratégie. Chacun. À l'époque, les marques, elles envoyaient des communiqués de presse. Hein. Elles le font encore de temps en temps, mais c'est assez rare. Mais elles font des communiqués en disant voilà. Et d'un côté, ça permet de structurer la communication. Mais bon, par contre, c'est vrai que c'est plus le temps des réseaux sociaux. Faire un communiqué de presse pour répondre, ça peut être un élément, mais pour moi, il faut quand même répondre aussi sur les réseaux sociaux. Oui, ouais. Après, ça dépend de l'équipe, hein, parce que quand tu te retrouves avec 1 million de tweets qui t'arrivent dessus et que tu as un seul community manager… C'est ça, exactement. Ouais. Ouais, ça dépend vraiment de la taille des entreprises aussi. Tu as écrit un article sur My Community Manager qui s'appelle Pourquoi le métier de CM est le métier le plus merveilleux du monde. Donc, c'est bien sûr un article à la fois ironique et instructif et sérieux. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, pas forcément community manager, mais en tout cas, ce lien avec les communautés, cette communication interactive, qu'est-ce qui te plaît? Moi, à la base, je m'ennuie vite. Donc, travailler dans le web, pour moi, c'est devenu une évidence quand je suis sorti d'école parce que vraiment, j'ai fait même du contrôle de gestion. Et c'est vrai que souvent, je me dis, mais en fait… c'est un peu toujours la même chose. Du coup, le web, vu que ça change tout le temps, c'est super passionnant. Et les réseaux sociaux, vu que ça change tout le temps, c'est super passionnant. Après,
je pense que ça, ouais, que ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vraiment un métier transverse. Et que le plus pire, c'est quand tu as. Je parle community manager ou social media ou digital, c'est que le pire, c'est quand tu commences à être dans ton coin et à travailler que de ton côté. C'est vraiment un métier qui fait appel au service client, par exemple, qui fait appel, par exemple, nous, quand on a un problème technique, quand j'ai un problème technique, des fois, c'est le social media qui nous répond, qui nous indique ce problème rapidement. Donc, tu dois travailler avec le technique, tu dois travailler avec le marketing parce qu'eux, ils ont des produits ou des services à valoriser et que du coup, et tu travailles un peu avec tout le monde. Donc, pour moi, il y a ça sur le côté digital, social media. Après, tu peux aussi être créatif bien plus que sur une bannière pub classique, on va dire. Donc, ça, c'est intéressant. Et tu peux faire du storytelling. Moi, j'ai toujours aimé essayer de raconter des histoires. Pour moi, c'est peut-être mon côté improvisateur, mais en tout cas, pour moi, s'il n'y a pas d'histoire, c'est qu'il n'y a pas de marque. Hein. Moi, j'ai toujours dit pour moi, une publicité qui est impactante, c'est une publicité qui marque. Toutes les pubs dont je me souviens, moi, c'est une publicité, même Intermarché, elle a marqué parce qu'elle était dans l'émotionnel. Alors après, encore une fois, elle a coûté très cher. Mais si elle ne marque pas ta publicité, si elle n'est pas impactante et si elle n'est pas juste, si c'est juste de la publicité, au final, pour moi, c'est bien des petites bannières, mais ce n'est pas une vraie stratégie de com. Ouais. Une vraie stratégie de com, c'est vraiment tu racontes une histoire. Et moi, en tout cas, pour la marque, on essaie vraiment de faire ça. On a travaillé avec Disney sur créer des bouquets Disney Princesse. Enfin, l'objectif, c'était vraiment de développer le storytelling aussi de notre marque. Et même moi, sur d'anciennes entreprises, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est que tu as vraiment un peu ce côté… Il faut s'y connaître un peu dans tout. C'est-à-dire il faut s'y connaître aussi en référencement. Enfin, il faut s'intéresser à tout. Il ne faut pas être bloqué en se disant c'est sûr que c'est important de connaître un peu les éléments des réseaux sociaux. Moi, je me suis mis à TikTok. Maintenant, ça a grossi en termes d'âge, mais à l'époque, ce n'était pas trop mon âge. Mais voilà, il faut s'intéresser un peu à tout parce que sinon, tu t'évites un peu à la traîne, quoi. Ça passe aussi beaucoup par les partenariats maintenant, le sujet social média, l'influence, choisir les bons partenaires avec lesquels communiquer d'une même voix. Ouais. L'influence, c'est vraiment, pour moi, alors, je pense qu'on est vraiment dans un… Il y a eu vraiment tout. Il y a eu, à l'époque, il y a eu, alors j'aime pas trop le nom influenceur, mais il y avait des blogueurs vraiment qui étaient des blogueurs, donc qui racontaient du storytelling, qui faisaient énormément de travail. Après, il y a vraiment eu des influenceurs que j'adapterais presque à tout ce qui était la réalité, même s'il n'y a pas que ça, mais des personnes vraiment qui leur métier, c'était, et encore une fois, c'est un métier, hein, malgré tout, c'est quand même, ça prend du temps. Moi, c'est très difficile. Hein. Moi, je connais des blogueurs, ils travaillent 7 jours sur 7, ils sont là à faire leurs vidéos de leur vie la journée, le soir, ils rédigent des articles. Enfin, c'est un vrai métier. Il ne faut pas croire que c'est un truc de rêve. Mais bon, après, il y a les gens de la télé-réalité où ils vont faire du placement de produits, comme des influenceurs. Après, il faut vraiment se dire quel est ton objectif. Moi, je disais, il y avait une personne que j'avais vue sur TikTok qui avait lancé sa marque de bijoux, qui avait voulu travailler avec un influenceur et que l'influenceur lui a généré 0 vente. Et quand tu es une petite boîte de bijoux et que toi, ton objectif, ce n'est pas de faire du branding, c'est avant tout de faire de la vente, quand ça te coûte 200, 500, 1000 euros, 10 000 euros, je ne sais pas combien pour travailler avec un influenceur, il faut vraiment savoir les objectifs qu'on se donne. Donc, moi, il y a des influenceurs avec qui on travaille à la performance et qui acceptent. Il y a des influenceurs qui ne souhaitent pas travailler à la performance parce qu'eux considèrent, et ils ont raison, qu'ils créent du contenu pour la marque, donc c'est un travail donc, qui doit être rémunéré, mais du coup, qui va être plus pertinent pour du branding. Mais si toi, ton seul objectif, c'est de générer des ventes, il faut faire attention, quoi, parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas une mine d'or, l'influence. Bien sûr qu'il y a des choses qui rapportent, mais ça peut coûter très cher aussi. Donc voilà, l'influence, c'est quelque chose d'intéressant. Et encore une fois, les autres marques sont des influenceurs aussi. C'est-à-dire qu'on peut le co-branding est super important. Et d'ailleurs, c'est aussi c'est vraiment des choses importantes à mettre dans la communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les influenceurs. Et il ne faut pas être que à la mode avec tel ou tel influenceur. Et des fois, les petits sont mieux que les grands. Des fois, les grands sont bien aussi. Enfin, ça, c'est du test and learn. On ne peut pas tout savoir sans avoir testé. Qu'est-ce que tu recommanderais justement à une petite marque qui se lancerait et qui souhaiterait justement activer les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un conseil à donner pour pas s'éparpiller et pour focaliser ses efforts sur quelque chose d'efficace? Pour moi, après, encore une fois, on n'a pas parlé de LinkedIn, par exemple, qui est un réseau social aussi. Hein. Maintenant, surtout, ils sont quand même en train de développer beaucoup de choses. Mais pour moi,
vouloir se lancer sur les réseaux sociaux, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que pourquoi, ce que je veux dire, c'est que quelle est la stratégie derrière et quel est l'objectif. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé avec même en prestataire, hein, à l'époque, j'ai travaillé avec comment ça s'appelle, des centres de soins, hammam, sauna. Ouais. Et du coup, ils disent, bah, nous, on veut des commandes. D'accord? Ben, je leur ai dit, bah, dans ce cas-là, faites pas de l'animation de page parce que ça peut marcher, mais en plus, c'est très focus parce que c'était à Lyon, mais faites de la publicité. Mais après, la publicité sur Facebook, bah, par exemple, moi, j'amenais énormément de trafic, mais leur site était tellement mal fait qu'en termes de taux de transfo, bah, de génération de ventes derrière, ça ne générait pas de vente. Je pense que le social media, pour moi, c'est un fil. Si il y a des gens qui ont une stratégie uniquement digitale et c'est digital global. Ils ne sont pas que à dire je veux me lancer sur Facebook. En fait, le problème, ça serait de se dire je veux lancer une page Facebook, je n'ai pas de budget, je vais faire des posts et puis ça va me générer des ventes. Ça, pour moi, c'est un faux truc. C'est un truc qui n'existe pas et qui, au final, va coûter cher à la marque. Pour des marques très grosses, très grosses, c'est-à-dire avec beaucoup de notoriété, c'est que c'est important les réseaux sociaux parce que ça permet d'améliorer l'image de marque, de la notoriété. Si la marque n'est pas 100% de notoriété, ça peut permettre de développer les ventes avec l'appui. Mais pour une toute petite marque qui vient de se lancer, est-ce qu'elle a vraiment envie de développer l'image ou l'image, c'est ses produits, ce que je veux dire. Donc, pour l'instant, son premier objectif, c'est de faire des ventes. Donc, qu'elle choisisse les ventes en premier, le référencement naturel, c'est super important pour développer les ventes. Enfin, il y a plein de trucs qui permettent de développer les ventes avant d'être juste sur de l'animation de page. Ouais. Donc, priorité à la vente et donc peut-être plus à une stratégie de payante. Faire venir, si elle a déjà des clients et qu'elle veut les fidéliser, faire venir ses clients sur ses réseaux, lui demander de les joindre sur Instagram pour suivre les actus et tout, bah ça, c'est ultra pertinent parce que ça lui permet derrière de valoriser sa marque, d'avoir un peu un lien avec sa clientèle qu'elle ne pourrait pas avoir parce que les emails, moi, je sais que le responsable email, il n'aime pas ça. Et pour moi, l'email, maintenant, mes mails, je les lis que pour le boulot. Je ne lis plus jamais mes mails, à part quand je reçois des mails des impôts, quand j'ai confirmation et que je dois aller regarder un mail, je ne lis plus mes mails. Vraiment, c'est un truc, à part vraiment pour le travail, où je réponds à des mails. Et du coup, tout passe par Messenger, Facebook, tout passe. Donc, voilà, il y a un moment, il va falloir créer même un groupe. D'ailleurs, sur Facebook, si tu as vraiment des choses à raconter, au lieu d'une page Facebook, mieux vaut créer un groupe privé Facebook en invitant les clients, parce que déjà, il va avoir une meilleure visibilité. Et si tu as vraiment des choses à raconter, c'est beaucoup plus pertinent qu'une page. Une page, au final, l'objectif, c'est la viralité. Donc, c'est deux objectifs différents. Le groupe, c'est vraiment travailler les clients. C'est-à-dire, tu peux travailler les clients ou les personnes, les prospects, mais qui viennent sur ton groupe pour leur parler, alors que la page, c'est pas là où tu fais de la communication, on va dire, long terme. C'est vraiment pousser un contenu pour qu'il soit visible par plein de gens. Quoi. Donc, la page, c'est surtout en ce moment, ne courez pas après les fans. Facebook, maintenant, il montre exactement le même nombre de contenus, le même nombre de vues à une personne qui a 100 fans qu'un million. Hein, vraiment, Oui, ne courez pas après les fans, je suis bien d'accord. Et courez plutôt après le trafic issu des réseaux ou ça, c'est important de mettre des liens traqués d'ailleurs. Nous, sur nos bios, les bios, etc., mettez des liens traqués. Comme ça, vous voyez, parce que vous voyez les ventes que ça génère si vous avez un objectif de vente. Et après, il faut aussi considérer, alors, je parle beaucoup, il est 12h48, mais il faut aussi considérer que Facebook, les réseaux sociaux sont là pour créer une intention d'achat. Donc, c'est pas obligatoirement là où vous allez avoir des ventes directes. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui vont voir vos publicités, voir vos contenus, et derrière, peut-être qu'un jour, ils auront besoin d'acheter. Ils vont passer peut-être par Google, d'ailleurs, pour acheter chez vous. Mais Google, l'intention d'achat est déjà présente. Donc, les gens il va avoir une meilleure taux de transfo sur un Google AdWords que sur Facebook, parce que sur Facebook, tu crées ton image et ton intention d'achat. Sur Google, les gens qui tapent ton produit et qui disent, c'est qu'ils ont déjà l'intention d'achat. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Il est 48, effectivement. On va peut-être prendre quelques questions. J'en ai pas vu passer là dans le chat sur Zoom. Je regarde en même temps sur Facebook puisque j'ai réussi à lancer le direct quand même. N'hésitez pas, si c'est vraiment le moment des questions. Carole, France, Mélanie, Virginie qui nous regardez.
Allez-y, posez vos questions. Vous pouvez même allumer votre micro et votre caméra, hein. On ne va pas forcément faire ça par écrit. Est-ce que vous avez, vous, des questions, des retours d'expérience à faire ou des remarques même par rapport à ce qu'on a déjà évoqué pendant 1 heure? Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Ouais. Oui, moi je me présente, je suis CM aussi en agence chez Signature. Non, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais sur Facebook. Je me posais justement cette question-là de me dire, est-ce qu'on peut considérer, si on fait juste de l'animation de page, que c'est encore vraiment stratégique de publier de manière régulière sur Facebook quand on voit l'engagement, etc. Est-ce que c'est pas... Et le fait que maintenant, finalement, beaucoup de fonctionnalités sont disponibles sur d'autres plateformes, est-ce qu'on peut juger que c'est encore vraiment stratégique? Est-ce que c'est pas une plateforme un peu vieillissante qu'on peut maintenant mettre de côté quand on lance de nouvelles stratégies? Alors, ça dépend vraiment en fait bien sûr de ce que tu vas raconter. C'est-à-dire que bien sûr que Facebook, encore une fois, ça a un potentiel de viralité si je retire TikTok, mais qu'à peu de réseaux sociaux ont. Si c'est une stratégie vraiment non payante, c'est-à-dire vraiment où tu n'as pas de budget et tu es juste à publier des contenus, en effet, il ne faut pas que ça soit une stratégie, que ça soit la stratégie principale. Vieillissant, en effet, oui, les personnes sur Facebook sont peut-être plus âgées qu'ailleurs. Pour autant, justement, ça permet aussi de toucher une cible. En fait, ça dépend vraiment de la cible que tu touches. En effet, sur les plus jeunes, Facebook n'est peut-être pas le plus pertinent. Je pense vraiment, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Facebook n'est plus le numéro 1, entre guillemets, en mode il faut à tout prix être sur Facebook. Et ça dépend vraiment des objectifs. Twitter, sur une cible, il y a des cibles jeunes, mais il y a aussi une cible B2, vraiment CSP+, ou cadre, etc., journaliste, influenceur. Donc, c'est encore une fois, chaque réseau a son intérêt. Mais c'est vrai que pour moi, Facebook et Instagram, s'il n'y a pas de stratégie payante, ça va être très, très compliqué. Enfin, vous allez diffuser les contenus, vous allez avoir… Ouais, il suffit de regarder, hein, surtout quand on publie des liens. Facebook n'aime pas que les gens partent du site. Donc, si c'est pour générer 2 visites, est-ce que vraiment c'est utile de… En fait, mieux vaut faire un contenu. Moi, ce que je dis souvent, c'est mieux vaut faire un contenu et le sponsoriser, s'il y a une stratégie de sponsorisation, le sponsoriser longtemps. Plutôt, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui recommandent de publier tous les jours ou tous les 2. Non, pour moi, mieux vaut travailler un contenu auquel vous croyez vraiment, qui annonce une vraie actu, puis derrière, le sponsoriser longtemps pour toucher plus de monde. Parce que sinon, vous allez en plus, ce qui va arriver, c'est que vous allez publier tous les jours un contenu qui va être vu par les mêmes personnes tout le temps. C'est un peu d'intérêt. Pour moi, c'est un peu d'intérêt en termes. Mais je vois énormément de marques qui publient tous les jours et qui font des trucs vraiment créa et tout, et qui n'ont pas de stratégie de sponsorisation, et du coup, qui sont vus par 5 personnes. Et je suis quel intérêt, quoi. Voilà. Après, il y a toujours la relation client, donc c'est toujours important de regarder le privé, répondre aux gens. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le métier d'animation de communauté, sur le sponsoring de posts, sur… Moi, j'ai juste un élément aussi, c'est parce là, on a parlé très spécifiquement d'ailleurs des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram. C'est bien aussi d'avoir un peu un petit dôme au-dessus. En fait, il y a 2 types d'opérations de com pour moi. Il y a des opérations de com spécifiques à des réseaux. C'est-à-dire qu'on se dit, on va faire une opération spécifique à Twitter en utilisant les outils de Twitter. On va faire une opération spécifique à Instagram en utilisant les outils. Et après, tu as vraiment le côté stratégie de com global où tu vas derrière lisser, décliner ta stratégie par réseau. Et voilà, et c'est 2 choses différentes. Il ne faut pas obligatoirement être cantonné à un réseau. Ça peut être sur Facebook, on va diffuser un contenu plus inspirant parce qu'on sait que ça va être sur du partage. Sur Instagram, on va diffuser plus des visuels un peu sympas, jolis, parce qu'on sait que ça va être très lifestyle déco. Sur Twitter, on va être plus sur peut-être du challenge ou un hashtag en demandant aux gens de participer, en diffusant des photos, etc. Et sur TikTok, là, vous faites une petite danse. Non, je rigole, il n'y a pas que ça sur TikTok. TikTok, c'est assez intéressant parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a des gens qui dansent, en effet, il y a beaucoup de jeunes qui dansent et tout. Mais en fait, en fonction de ce que tu suis,
tu peux vraiment te retrouver avec des contenus très, très, très qualitatifs, des conseils, que ce soit sur du marketing et tout. Il y a vraiment des experts en fait, qui diffusent des choses sur TikTok et c'est vraiment intéressant. Bien plus que ce qu'on peut croire au début en voyant que des petits enfants danser, quoi. Et justement, Yvain, est-ce que tu as des comptes que tu adores et que tu aimerais partager, des références, des comptes que tu suis, que ce soit au niveau boulot ou complètement perso, divertissant Alors moi après au niveau du boulot, il y a je crois sur Facebook, hein, il y a un groupe qui s'appelle T'es au courant communication, Ouais. ça s'appelle TAC. J'aime bien parce qu'en fait, ils lancent des challenges de branding, c'est-à-dire qu'ils mettent une image, un visuel et ils te demandent de trouver comment on utilise ce visuel pour une marque. Ça s'appelle T'es au courant en communication, c'est une très grosse communauté, hein. C'est une très grosse communauté de marketing. Alors, il y a un peu de tout. Alors, ils publient un peu trop de Burger King à mon sens. Après, Burger King, oui, ils sont créatifs et c'est bien ce qu'ils font. Encore une fois, je ne dis pas le contraire. Mais c'est juste que je pense que c'est bien aussi des fois de regarder des plus petits qui font des fois des très belles Ouais. choses. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un groupe en tout cas qui est pertinent sur la partie communication. Après, moi, j'ai un ami sur TikTok qui s'appelle Le Cultivateur qui donne que des conseils sur des plantes, etc. Oui. Et du coup, pour moi, il est très bien et il est suivi par plein de gens, donc tant mieux pour lui. Et après, je pense que vraiment les groupes sont plus pertinents, en tout cas pour regarder les choses. Après, des marques que je suis, non, on me demande tout le temps quelles sont les opérations de marque c'est sûr, qui m'ont marqué la plupart du temps. En fait, quand c'est pas une opération un peu 360, pour moi, ça a un peu marqué. Comme tout le temps, il y a Nana qui avait fait quelque chose de très, très avec Viva la Vulva, qui était très, très pertinent sur le côté pour prendre un peu le corps de côté sociétal de libération de la femme, etc. Et voilà, mais après, c'est un choix. Ils se sont fait d'ailleurs bien taper dessus. Mais il y a des marques. Il y a Intermarché avec les fruits et légumes moches où je trouvais ça très pertinent parce que du coup, c'était le côté un peu réduction des déchets. Et j'aime bien c'est bien les opérations de branding, mais c'est bien quand elles racontent une histoire et c'est encore mieux quand elles ont un côté un peu utile dans la vraie vie, quoi. Donc ça, après, c'est toujours le plus dur. Je pense que les marques, on est dans une période où les marques ont besoin, en tout cas, de faire passer des messages et qu'elles ne sont pas juste là pour promouvoir leurs produits, mais qu'elles sont là aussi pour défendre, je ne dirais pas des libertés obligatoires, mais s'engager en tout cas sur un monde meilleur, sans pour autant faire que du greenwashing, hein, bien sûr, mais essayer de faire des choses un peu belles. Voilà. Eh ben, écoute, ça sera le mot de la fin. À moins que quelqu'un ait une question pour terminer, mais on s'était dit 1 heure, il est 12h57. Donc On a commencé à 12h05. Donc ouais, on peut grappiller 5 minutes si vous êtes encore là et si vous avez encore envie d'échanger sur le sujet. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si vous avez des questions plus spécifiques, hein, je suis sur LinkedIn, n'hésitez pas à rejoindre la page Instagram d'Interflora, ça me fera plaisir. Non, mais voilà, en tout cas, une chose est sûre, c'est que le contenu est cher, le contenu est très cher. Alors, soit vous faites du contenu vous-même parce que soit vous trouvez des astuces, soit vous payez, mais le contenu est cher, donc arrêtez de payer pour utiliser du contenu une fois et l'utiliser pour un poste et que vous sponsorisez. En fait, c'est comme tout, en fait, la médiatisation. Moi, je me souviens d'une opération, et je ne citerai pas laquelle, mais où j'avais travaillé et ils avaient fait une vidéo incroyable. Je la trouvais extraordinaire. Par contre, il y avait zéro budget média. Et la vidéo n'a pas été vue, en fait. Et elle était géniale. Mais si vous ne prévoyez pas, en fait, de rendre visibles les contenus que vous créez, vous payez pour rien, en fait. Vous payez pour des choses. Si votre OP, elle vous coûte 30 000 euros, mais que vous allez voir une agence, vous dites, voilà, j'ai 30 000 euros, qu'on dit, pour 30 000 euros, on peut te faire ça, mais qui te mettent 0 euros dans la médiatisation et que vous n'avez aucun budget, votre OP, elle va servir à rien. Enfin, vraiment, hein, l'objectif, c'est quand même que ça serve à quelque chose. Sinon, moi, je déteste faire des choses qui servent à rien. Donc, je pense que tout le monde est comme ça, mais si ça sert à rien, faites-le pas, hein. Ouais, pour résumer, en tout cas, ce que moi je vais retenir particulièrement, c'est pas de course aux fans pour la course aux fans. Engagez votre communauté, créez du trafic depuis vos réseaux sociaux et ayez bien en tête votre objectif, mais on n'est plus dans ce truc de avoir des pages énormes juste
pour l'image. En termes de nombre d'abonnés. Et puis, effectivement, soyez créatifs, ayez des contenus de qualité, mais prévoyez aussi un budget de visibilité. Et le ciblage, on parle beaucoup de Facebook, mais le ciblage Facebook est quand même très pertinent. C'est-à-dire que vous pouvez cibler, par exemple, uniquement vos clients. Donc, c'est en transmettant la base de mail. Vous pouvez faire du retargeting, donc faire de la publicité quand les personnes viennent sur votre site. Une chose ultra importante, vraiment, mettez un pixel sur votre site. Si c'est un site commercial, mais c'est un pixel de tracking, donc c'est un pixel Facebook. Facebook, en fait, sur la publicité, il faut savoir que Facebook a donné comme recommandation aux gens, et ça sera mon dernier petit conseil, entre guillemets, Facebook a donné comme recommandation aux gens d'arrêter de cibler sur les publicités. Ils ont dit, écoutez, laissez-nous faire, notre outil fera mieux que vous, et ça vous coûtera moins cher. Qu'est-ce qu'on apprend de ça ? C'est de ne pas arrêter de cibler. Vous pouvez cibler vos clients, mais que quand c'est des publicités sur du court terme, 1 semaine ou 2 semaines, bien sûr, faites du ciblage. Parce que, c'est-à-dire si c'est pour un événement spécifique et que en 2 semaines, Facebook, il va avoir du mal, en tout cas, à établir le bon ciblage. Par contre, si vous faites des publicités sur du fil rouge, sur 6 mois, 3 mois, etc., laissez Facebook faire. Il va adapter en fait la publicité. Il va dire, tiens, cette personne paye, ce type de personne paye davantage. Donc, n'hésitez pas à tester des fois des pubs où vous faites ciblage ou pas de ciblage et vous analysez les résultats parce que Facebook est vraiment là-dessus, sur le arrêter de cibler. Ça stresse beaucoup d'agences qui sont là en mode nous, notre corps de métier, c'est de cibler. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de cibler. Mais en tout cas, je pense que Facebook peut faire bien le taf sur la partie Facebook parce qu'encore une fois, ce n'est pas le seul. Twitter, il y a les trending topics qui peuvent être intéressants à sponsoriser pour un peu. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Encore une fois, l'argent, il y en a plein à dépenser, mais il faut le dépenser au bon endroit et pour les bons résultats. C'est un sujet tellement vaste. En tout cas, merci Yvain pour tous ces conseils, pour ton retour d'expérience, pour cette énergie. Et tu nous as vraiment abreuvé de pas mal d'infos. Je vais retranscrire tout ça par écrit avec la vidéo en plus. J'en ferai un résumé. Et puis le replay sera accessible sur Facebook et sur YouTube. Donc tout sera bien sûr disponible en replay. Merci encore. Merci à vous d'avoir participé, puis merci aux personnes qui ont suivi ça en live. Merci beaucoup. À très bientôt. Et il y aura d'autres lives, donc on reste connectés. À bientôt tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir, merci.